La France baladeuse. Rencontre positive et itinéraire bis. Je m'appelle Paul et depuis 3 ans, je parcours la France, micro en main, pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me racontent la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. Après plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour pour vous faire voyager à travers la France. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison et pour l'occasion, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous propose de découvrir une destination inédite qui fait rêver de nombreux voyageurs, la Guadeloupe. J'ai eu la chance d'y séjourner durant 1 mois en début d'année et bien entendu, j'avais pris mon micro avec moi. J'en ai donc profité pour vous ramener des morceaux de Caraïbes à écouter, histoire de vous réchauffer un peu les oreilles avant l'hiver. C'est Joëlle, journaliste et blogueuse, qui sera ma guide durant ce voyage. Nous irons visiter ensemble le Mémorial Act, haut lieu de mémoire de la traite des esclaves dans la Caraïbe. Et en deuxième partie d'épisode, nous partirons à la rencontre de Claude Strazel, l'un des chefs les plus réputés de la Guadeloupe. Bonne écoute. Nous sommes dimanche matin. Je suis à Pointe-à-Pitre. Il y a les cloches qui sonnent là, je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Donc je suis très heureux de voyager avec vous en Outre-mer. C'est la première fois que la France baladeuse traverse les océans pour parler de la France, mais de la France ultramarine. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec Joëlle. Alors Joëlle, elle a un peu une double casquette. Elle est à la fois professeure au collège et elle est aussi journaliste sur une télé locale. Je crois qu'elle est là. Joëlle, salut. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va, écoute, je suis très très heureux de te retrouver ici en Guadeloupe. Ça fait un moment qu'on échange tous les deux par réseau interposé et on se rencontre enfin. Tu m'as donné rendez-vous dans un lieu qui est très particulier ici en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Je t'ai emmené au Mémorial Act, un lieu que j'adore ici. C'est un lieu culturel unique, incontournable de l'archipel. Unique pour l'histoire qu'il raconte. On retrace l'histoire de l'esclavage, donc c'est important pour les lieux, et unique aussi pour l'architecture, parce que je suis une fan d'architecture, et ce site posé comme ça sur l'ancienne usine de Darboussier face à la mer est exceptionnel. J'ai grandi ici, je suis partie à 17 ans pour mes études, ensuite je suis partie travailler en Martinique, et j'ai rencontré mon mari là-bas qui m'a emmenée à Paris, on est restés ensemble 7 ou 8 ans à Paris. Et puis il y a 2 ans, on s'est dit pourquoi pas rentrer en Guadeloupe. Il y avait une opportunité professionnelle et moi j'avais envie de retrouver la famille en fait. Toi, c'est quoi tes premiers souvenirs ici en Guadeloupe ? C'est quoi qui t'a marqué enfant et qui te marque peut-être encore aujourd'hui ? Alors, les souvenirs d'enfance sont liés aux îles environnantes. Parce qu'avec les parents, on partait souvent aux Saintes, à Marie-Galante. Et même en grandissant, quand on était ado, à la fin de l'année, on partait entre amis en fait, fêter la fin de l'année aux Saintes. On passait une journée à la plage, c'était le coup de départ des grandes vacances. Et comme je suis née en juillet, ça collait bien, c'était une ambiance très agréable, très détendue. À Marie-Galante, ce que j'apprécie particulièrement, c'est ce temps suspendu en fait. C'était vraiment pour moi
le schéma type des vacances. C'est ça, mon enfance. Ce sont des goûts, des paysages, des images. C'est un ressenti que je retrouve encore lorsque je vais dans les îles. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rentrer, toi, il y a 2 ans, après avoir mené une vie pro à Paris, un peu partout dans le monde? On s'était dit avec Charles, mon mari, que ça serait sympa de se poser ici avec la famille et de continuer à voyager en fait. Bon, la pandémie est arrivée, on a ralenti un peu sur les voyages, mais c'était une excellente idée. On a eu une bonne intuition parce que vivre cette pandémie en Guadeloupe, là où on a choisi d'habiter, face à la mer, c'était une parenthèse inédite. On l'a moins mal vécu et je suis restée à Paris, je pense. Alors juste avant de parler du Mémorial Act, le lieu où on se trouve, je voudrais que tu me parles de Pointe-à-Pitre. Parce que c'est quand même une ville, moi je trouve qu'il y a une physionomie qui est très particulière. C'est difficile d'y trouver ses repères. On a un centre ancien avec de l'architecture coloniale, puis après des excroissances, on va dire, qui partent un petit peu dans tous les sens. Comment tu la ressens, toi, Pointe-à-Pitre ? Oui, Pointe-à-Pitre, c'est une ville, on va dire sérieusement, sincèrement, c'est une ville un peu fouillie, où il n'y a pas vraiment eu d'urbanisme pensé. Donc, quand on arrive, effectivement, on a du mal à se repérer entre l'architecture traditionnelle, l'architecture moderne. C'est un peu de tout, mais les gens d'ici ont leurs habitudes. On vient à Pointe-à-Pitre pour faire ses courses. Surtout les personnes de la gestion de ma mère. C'est un petit rituel en fait. Quand on vient à Pointe-à-Pitre, on a ses boutiques favorites. Il y a une volonté des habitants, des Pointois, de réhabiliter cette ville, de la remettre au cœur de la Guadeloupe, avec de belles initiatives, notamment autour du street art. Il y a un beau collectif qui s'est monté et quand on se promène dans les rues, on peut admirer de belles œuvres. Je pense à un artiste comme Stickoner qui s'illustre dans le monde. Donc voilà, beaucoup d'initiatives personnelles finalement prennent le pas sur le public, ou en tout cas les bousculent un petit peu pour que Pointe-à-Pitre renaisse. Pourquoi est-ce que tu voulais me faire découvrir ce lieu, le Mémorial Act, ici à Pointe-à-Pitre ? Alors, j'ai voulu t'emmener au Mémorial Act parce que c'est un lieu phare de Pointe-à-Pitre, de Guadeloupe et de la Caraïbe depuis qu'il a été ouvert en 2015. C'est un site de mémoire qui retrace l'histoire de l'esclavage avec une scénographie toute particulière. Et puis l'architecture, parce que j'aime beaucoup l'architecture, grâce à mon père qui a travaillé dans des cabinets architecturaux durant toute sa carrière en tant que dessinateur, projeteur. Lorsque j'ai vu ce que ça donnait face à la mer, j'ai été éblouie en fait, émerveillée par cette architecture contemporaine en Guadeloupe. Je me suis dit, waouh, c'est chez moi que ça se passe. Quand on arrive, il y a 2 bâtiments qui symbolisent les racines du figuier en fait. On les retrouve, ces figuiers en face dans un jardin suspendu. On y a accès par un pont. Et c'est ces racines enchevêtrées qui encastrent ce lieu culturel. C'est très symbolique par rapport à notre histoire, par rapport à l'esclavage, par rapport à cette façon dont les chaînes se sont brisées. Et il y a une black box qui est réservée à l'espace muséal. Et c'est une architecture qui rappelle le Mucem. Donc pour ceux qui connaissent, à Marseille, c'est paradoxal parce qu'on penserait qu'il y a une fraternité entre ces 2 bâtiments, alors que pas du tout. Les 4 architectes guadeloupéens ont expliqué que les 2 projets ont été posés en même temps et qu'aucun lien ne les unit. Donc c'est intéressant de voir cette similarité de part et d'autre de l'océan. Ils ont choisi d'être basés à Carénage, c'est un quartier populaire de Pointe-à-Pitre, face à la mer, comme je le disais, sur le site de l'ancienne usine d'Arboussier, donc c'est encore une fois plein de symboles. J'ai un rapport très particulier avec la mer. Tout ce qui est mer, océan, étendue d'eau, ça me parle. Et les habitants se sont saisis en fait de ce site pour venir se poser en famille, entre amoureux, le soir avec les lumières sur Pointe-à-Pitre. Ça a une dimension particulière. Le fait qu'il soit près de la mer lui donne un charme fou.
il a une telle dimension, ce bâtiment, qu'il est inscrit dans le temps. Ils l'ont pensé comme tel, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir les objets d'époque. Alors, quand on parle d'esclavage, on a des images, on a des films en tête, mais voir les objets qui ont existé, les fers qui ont enchaîné des hommes qui étaient considérés comme des meubles à l'époque, ça prend aux tripes, en fait. Ça prend vraiment aux tripes de voir les textes mis en scène avec ce que disait le Code noir à l'époque. C'est vraiment... ça donne la chair de poule. Qu'on soit noir ou pas, ce pan de l'histoire mérite d'être connu pour que ça ne se reproduise pas, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'à la fin, on arrive dans une pièce qui montre que l'esclavage moderne existe et que ce qu'on croyait d'un autre temps existe encore en d'autres lieux et que le combat continue pour la liberté de tous les hommes, en fait. Cette histoire, elle est très mal connue. À l'école, c'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde. C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça ? En fait, durant des années, les politiques publiques ont préféré, alors pas oublier, mais elles préféraient ne pas évoquer les histoires douloureuses. C'est un choix, mais les personnes qui ont comme héritage cette histoire douloureuse l'ont mal vécue. Et ça a encouragé, nourri une espèce de communautarisme. Les gens se sont regroupés entre eux pour pouvoir commémorer ces dates importantes. Moi, je suis partisane d'ouverture sur le monde, d'ouverture aux autres, etc. Mais pour se connaître, c'est important de connaître tous les pans de son histoire. Donc, effectivement, il s'est passé ceci à une époque qui révolue aux Antilles. Mais c'est intéressant que les Français sachent qu'une partie de leur population a vécu ces choses durant une période et qu'aujourd'hui, elle évolue tout en honorant la mémoire de ses ancêtres, en fait. Et moi, je me suis aussi rendu compte que finalement, cette abolition de l'esclavage, elle est très récente. Il y a même des pays où l'abolition de l'esclavage, elle date du XXe siècle, et pas du début du XXe, mais carrément de la fin du XXe. Oui, c'est pas si loin, en fait. On se rend compte que c'est pas si loin, si c'était hier. Et c'est pour cela que c'est encore très prégnant dans les communautés caribéennes, parce qu'on se rend compte que du temps a passé, pas tant de temps que ça finalement, quand on regarde à l'échelle de l'histoire, et que le quotidien est encore marqué par cette souffrance. Je sais que beaucoup de personnes ont encore des schémas qu'ils relient directement à l'esclavage, avec le rapport avec la France, le rapport avec les services, etc. Donc, il faut se poser, il faut en discuter avec des sociologues, des historiens, pour comprendre, en fait. Il faut poser des mots dessus. Ça me semble important. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir un pan de cette histoire guadeloupéenne, et on va continuer à raconter l'histoire de la Guadeloupe puisqu'on va aller à la rencontre d'un de tes amis qui s'appelle Claude Strazel, qui est un chef réputé ici. Oui, tout à fait. Je tenais absolument à ce que tu le rencontres parce que c'est un gros coup de cœur depuis des années. À mes yeux, c'est le meilleur chef de l'archipel et il a une constance. C'est ce qui est très agréable. Je n'ai jamais été déçue en allant chez lui. Ok, écoute, on va justement aller rejoindre Claude à l'habitation Saint-Charles. Il nous attend.
Claude Strazel fait partie de cette génération de chefs qui ont transformé la cuisine guadeloupéenne traditionnelle en y ajoutant une touche contemporaine et une belle pointe d'inventivité. Je le rencontre dans les jardins de l'habitation Saint-Charles pour un entretien à la bougie et au son des grenouilles sifflantes. Écoute, je te remercie Claude de nous accueillir ici à l'habitation Saint-Charles. Alors, est-ce que tu peux me raconter qui tu es, comment tout a commencé ici ? Bonsoir. Écoute, je suis bastérien de naissance. Et la dame soufrière, dans les années 76, elle nous a propulsé une explosion et du coup, on s'est retrouvés en Grande Terre. Donc du coup, j'ai plus jamais remis les pieds en Basse-Terre. Mes parents ont déménagé et on n'est plus jamais revenu sur la Basse-Terre proprement dite. Mon enfance, elle est comme toutes les enfances. Mais quand j'étais en classe de 5e, parce qu'on commence à réfléchir à son avenir, à l'époque, c'était la grande mode des métiers en vogue, tu sais, électrotechnicien, électro quelque chose, ou tout ce qui touche à la technique. Donc, j'ai d'abord vibré, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, pour ce genre de métier. Mais j'ai eu cette lucidité de mettre ce qu'on appelle un troisième vœu, quand même, le métier de mes parents. Et du coup, c'est ce vœu-là qui a été accepté parce que c'était le plus probable et le plus facile d'accès. Personne ne pense à la cuisine, mais à l'époque, il n'y avait pas Top Chef. Donc, j'ai eu cet accès qui m'a permis de découvrir le métier de cuisinier. D'accord. Et cette découverte, visiblement, elle a été assez importante pour toi, puisque sinon, tu n'en serais pas là. Elle a été déterminante parce qu'en fait, nous avions à l'époque, ça remonte à aujourd'hui, j'ai un certain âge, la cuisine, une fois qu'on a mis le pied dans une école de cuisine, et on découvre les codes du métier. Et à partir de là, on se rend compte que c'est plus du tout ce qu'on croyait. Donc j'ai aimé ça, j'ai aimé l'uniforme, j'ai aimé la tenue, j'ai aimé la rigueur qu'il fallait y avoir, j'ai aimé le langage, le vocabulaire qu'il y avait avec ça. Et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Et depuis, je me suis mis à cheval sur ça et je n'ai plus jamais quitté ce métier. Aujourd'hui, je peux m'affranchir de mes maîtres, comme on dit dans la cuisine, je peux m'affranchir de mes mentors. Donc, je fais la cuisine que j'aime parce que, d'abord, et en final de compte, je suis chez moi. C'est le but ultime de tout chef de cuisine, c'est d'être chez lui un jour et de faire la cuisine qu'il a envie. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu as envie d'être chez toi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment donné, après ta formation, pour toi, la Guadeloupe, c'était presque trop petit. Tu as eu envie d'aller plus loin et tu es parti à Paris. Simplement, à l'époque, ce qu'on a goûté à l'école hôtelière, on ne le retrouvait pas dans les restaurants d'ici. Donc effectivement, nous avons tous voyagé, nous avons eu des carrières différentes, mais la formation à travers la rigueur, la connaissance, le savoir et la maîtrise de toutes ces techniques passait il y a 30 ans par Paris, par les autres villes, mais enfin par des grandes villes. Et du coup, ton expérience là-bas, qu'est-ce que tu en retiens ? Est-ce que ça a été difficile ? Et comment maintenant ça a une influence sur ta cuisine d'aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je dis, et je le dis à qui veut l'entendre, surtout avec ceux qui ont la chance de partager mon temps de travail, c'est la technique. Il faut maîtriser la technique. La technique est universelle. Quel que soit le pays où vous irez demain, si vous maîtrisez la technique, si vous savez manier l'art des saveurs, voilà, vous y arriverez. En 1998, tu rentres en Guadeloupe. Et du coup, à peu près 10 ans après ton retour, tu décides d'ouvrir la Table de Léna, qui est le début d'une belle aventure. Donc, c'est le restaurant dont Joël nous parlait tout à l'heure. Tu peux me raconter un petit peu le début de cette histoire ? Beaucoup de gens nous disent « Comment avez-vous eu le culot, le courage de monter une table dans un lieu aussi improbable ?» Alors, je les rassure tout de suite, nous n'avons eu ni le courage ni le culot. À l'époque, nous étions donc des traiteurs. Et puis, il y a eu l'épisode El Capé. Et une fois que l'épisode est passé, il y a eu des entreprises qui n'ont pas tenu le coup, dont nous. Donc du coup, fort de ce qu'on sait faire à deux, on s'est regardé, on s'est dit, désormais, nous allons faire à manger comme on sait faire, c'est-à-dire on fera à manger pour les gens qui nous connaissent. Et du coup, on faisait à manger, comme tout ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui, comme toutes les petites familles qui font à manger. Et les gens qui nous connaissaient sont venus. Et petit à petit,
Et les gens sont venus, jusqu'au jour où des clients plus exigeants nous ont dit, mais quand même, vous êtes en mesure de faire mieux. Donc, à ce moment-là, j'ai pris le relais et j'ai commencé à amener une touche au niveau des repas plus professionnelle, plus pointue, plus technique. Et ça a mis à peu près 10 ans pour qu'on arrive à ce stade-là. Et c'est pour ça que la table de l'ENA a hérité de ce côté où on disait, par exemple, qu'il fallait être parrainé. Parce qu'en fait, ne venaient que les gens qui savaient qu'on était là et les amis des gens qui venaient. Donc forcément, à un moment donné, on ne communiquait pas sur ça autrement. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du début de la table de l'ENA. Et au bout de 10 ans, cette table est devenue un lieu réputé parce qu'on faisait à manger, ma foi, bien. Et puis, il y avait un côté particulier, c'est que c'était mon épouse, donc c'était la maîtresse de maison, et qui recevait ses invités comme ses amis. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on poursuive en cuisine, voir ton équipe, comment vous travaillez, peut-être goûter un petit peu quelques plats qui passent. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, sur cette cuisine, c'est l'une de nos cuisines qu'on a mis en route. Alors, c'est une cuisine très simple, on travaille en direct. Donc là, par exemple, là, on est sous le poste dessert. Aujourd'hui, on propose un entremets glacé avec des copeaux de fruits frais. On propose une mousse aux fruits de la passion, un flan au coco traditionnel. Alors, pour la petite histoire, c'est la recette signature de mon épouse. Et des crèmes brûlées parfumées à la fève de tonka. Celui qui est en responsabilité de la cuisine ce soir, c'est David. Donc, c'est lui qui tient le show. Ok. Est-ce que tu crois que du coup, on peut essayer de regarder peut-être comment ils travaillent autour d'une assiette, là ? On peut aller avec eux ? Alors, en fait, sur ce concept de restauration, nous avons imaginé une gamme de garnitures identique pour tous les clients. Ce qui est important pour moi, c'est que dans l'assiette, les gens retrouvent des saveurs locales, mais pas que. Et alors, nos légumes à nous, ils ont, comment je peux te dire, ils ont une saveur particulière parce qu'on les déglace toujours au coco. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme légumes, là, par exemple, dans cette assiette ? Là, dans cette assiette, tu as une purée de betteraves. C'est des betteraves fraîches, d'accord ? Tu as une purée de giromont, tu as des bananes, plantains, tu as de la christophine, tu as des mange-tout. Alors, enfin, nous, on privilégie les haricots verts pays. On appelle ça mange-tout chez nous. Et donc, on a un assortiment comme ça et on rajoute un petit gombo par-ci, par-là. Et ça donne de la couleur. Alors, des fois, ça peut varier en fonction des radis, en fonction de la fanelle. Mais là, ce soir, c'est du gombo, des carottes, des mange-tout, de la christophine, des bananes. On a rajouté une pomme de terre pour les classiques. Bon, on va peut-être les laisser bosser, non ? Parce que je vois qu'ils sont... Est-ce que tu penses qu'on peut déguster ensemble une assiette et que tu puisses m'expliquer qu'on s'installe On va laisser notre David nous faire une assiette. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Alors, qu'est-ce qu'il préfère ? Viande ou poisson ? Du poisson. Donc ce soir, on a un magnifique filet de dorade qu'on propose. Donc on va adresser l'assiette pour lui et il va pouvoir se mettre à table et il va pouvoir déguster le magnifique filet de poisson de la maison Strazel. Et comment tu le cuisines, ce filet ? Donc alors, normalement, je ne donne pas trop les techniques de cuisine, mais quand même le filet, je vais commencer par donner une première couleur à la poêle et je le termine au four. Et après, ce qui change, enfin, ce qui fait notre particularité, c'est au niveau de l'assaisonnement. Donc ça, c'est ton petit secret de fabrication, c'est ça ? C'est les secrets de la maison, on ne peut pas divulguer, on ne va pas divulguer. Ok, bah écoute, on va goûter tout ça et à tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé cette escapade en Guadeloupe en compagnie de Joël et de Claude. Merci à tous les deux de m'avoir accueilli et surtout de m'avoir ouvert les portes de votre île. Sur le blog, vous trouverez de nombreuses ressources pour mieux comprendre l'histoire de l'esclavage en France et dans la Caraïbe. Je vous prépare également un guide de voyage complet pour découvrir les îles de Guadeloupe.
Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à me suivre durant la 3e saison de la France baladeuse. L'aventure s'achève aujourd'hui, le podcast se met en pause, le temps de respirer, de faire le point et d'envisager un nouveau départ. Merci pour ces 3 années exceptionnelles qui m'ont permis de redécouvrir mon pays sous un nouveau visage. Merci à tous mes invités et à tous ceux qui m'ont poussé à mener ce projet jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est la fin du podcast La France baladeuse telle que vous l'avez connue, mais l'histoire va continuer, je l'espère, sous une nouvelle forme et avec une nouvelle équipe. Restez connectés, je vous en dirai plus dans quelques semaines. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Tu viens d'écouter La France baladeuse. Cet épisode a été réalisé par Paul Angèle et mixé par Alice Krief. Prise de son studio, Candice Sansano. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, abonne-toi à ma newsletter, l'Hexagonale. À très vite pour de nouveaux voyages.